Je reçois aujourd'hui, à titre de metteur en scène, Edith Patnaud, qui nous parle de la pièce Oslo de G.T. Rogers, présentée au théâtre Jean Duceppe jusqu'au 13 octobre. C'est demandant, c'est 2h40, incluant l'entracte, mais je vous assure, ça vaut le détour. Edith Patnaud, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Ça fait longtemps que je désire vous recevoir. L'occasion est bien choisie parce que je pense que la politique est quand même au cœur de votre œuvre et de votre travail. Oui, c'est arrivé assez souvent que je me suis attaquée à des sujets plus grands que moi à travers les choses. C'est en partie de l'intérêt, en partie du hasard, mais en même temps, ça se conjugue tellement bien, l'intime et le collectif. C'est une zone qui me plaît vraiment beaucoup. Alors, pour les gens qui vous connaîtraient peut-être un peu moins, je me permets, et si je fais des erreurs ou si j'oublie des choses, reprenez-moi. Vous êtes diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2006. Oui. Vous êtes comédienne, dramaturge, vous enseignez à l'UQAM aussi. Présentement, j'enseigne à l'UQAM parce qu'on a la grande chance, quand on est metteur en scène, d'être invité dans toutes les écoles de théâtre de temps en temps à faire une mise en scène avec les étudiants. Fait qu'on se promène d'une école à l'autre, ce qui est, ma foi, extraordinaire. Pour vous et pour eux. Ben, je pense que ça sert tout le monde. Donc, en ce moment, oui. Professeur, vous assurez la direction artistique de la Compagnie de Québec Les Écornifleuses. Mm-hmm. Vous avez déjà présenté, je pense, 7 pièces de théâtre. Oui, à peu près. Je les ai pas comptées, mais plusieurs. Mais je les ai comptées pour vous. Ben, merci. Oui. Et vous faites partie du groupe aussi Femmes pour l'équité en théâtre. Mm-hmm. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben, ça fait pas mal le tour, là, je pense. Oui. Oui. Première présence chez Duceppe. Oui. Avec des acolytes, David Lorrain et Jean-Simon Traversy, qui sont les 2 nouveaux directeurs artistiques. Est-ce que vous connaissiez ces jeunes hommes? Oui, je les connaissais. C'est vraiment des gars que j'aime beaucoup, puis en fait, qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble parce qu'ils ont une compagnie ensemble. Oui. La vie les a mis sur ma route par le passé parce qu'en fait, quand j'avais monté L'absence de guerre, il y a quand même quelques années, on avait fait une première mouture à Premier Acte, qui est un tout petit théâtre de la relève émergent à Québec, puis ça avait fonctionné. Alors, après ça, on était passé au Trident, puis on avait fait une codiffusion avec La Licorne. Puis bon, on avait décidé de refaire une traduction québécoise plutôt que d'utiliser la traduction française qu'on avait utilisée dans la première mouture du spectacle. Puis David m'avait été référé parce qu'il avait déjà fait une traduction de Farragut North, je crois, si je me trompe pas, qui est justement dans l'univers politique, puis c'est un langage quand même assez particulier. Donc, David avait fait la traduction de L'absence de guerre à ce moment-ci, fait qu'on avait déjà eu l'occasion de collaborer ensemble. Puis quand j'ai monté 1984 à Denise Pelletier et en coproduction avec le Trident, Jean-Simon était l'adjoint et l'assistant de Claude Poisson qui venait d'arriver à Denise Pelletier. Donc, j'avais la joie de discuter avec lui des questions plus dramaturgiques, par exemple, du spectacle. Fait que donc, j'avais déjà un petit dialogue avec les deux. Puis en fait, les deux avaient vu mon travail. Puis quand on pense à Oslo et qu'on pense à L'absence de guerre et à 1984, il y a une espèce de convergence quand même. Oui. Mais parlant de salles, on sait aussi bien que Denise Pelletier que Duceppe, ce sont de grandes salles. Mm-hmm. Donc, c'est pas la première fois que vous travaillez dans de lieux comme ça aussi vastes. Oui. Est-ce que c'est un défi supplémentaire? C'est intéressant parce que la question, les gens prennent pour acquis que oui, beaucoup. En fait, je me trouve très chanceuse parce que à travers mon petit parcours personnel, j'ai l'impression que les marches de défis techniques, disons, se sont montées logiquement et sainement, ce qui fait que j'ai rarement eu l'impression d'être catapultée soudainement dans un espace qui est beaucoup trop vaste pour ma conception habituelle des choses. La réalité, c'est qu'au niveau artistique, de l'imaginaire, puis de la création, de l'idéation, c'est un peu le même travail. C'est simplement que les dimensions sont différentes et qu'il faut le prendre en considération parce qu'un grand espace, il faut l'habiter, en fait. Puis au début, c'est assez commun en tant que jeune metteur en scène, quand on s'attaque au premier grand plateau, de pas tout à fait savoir quoi faire de tout cet espace-là, bien qu'on en ait souvent rêvé. On veut toujours plus d'espace, mais qu'est-ce qu'on en fait? Puis après ça, ce que ça change surtout, c'est des considérations de production. C'est-à-dire que ça vient avec des budgets plus intéressants, mais en même temps, les contraintes sont différentes et des équipes techniques plus vaste. Mais moi, j'ai toujours aimé beaucoup les équipes techniques, puis les techniciens, puis les chefs son, puis les chefs éclairage. Puis tu sais, c'est toute une faune qui évolue autour des spectacles qu'on crée puis qui sont invisibles pour le commun des mortels. Mais de la même façon que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les concepteurs qui font pour moi vraiment partie du travail, quand les techniciens arrivent, ils sont là. Ça prend un peu d'habitude, mais aussi
j'ai eu la chance, puis il faut le dire, de toujours travailler. Quand j'ai travaillé sur des grands plateaux, c'était toujours avec des directeurs artistiques qui m'engageaient, entre autres, parce qu'ils aiment déjà ce que je fais, puis qu'ils n'exigeaient pas de moi que j'entre dans le cadre de ce qui se faisait avant dans ce lieu-là. Et donc, j'ai eu toujours beaucoup de liberté créatrice. Oslo, qui est donc la pièce présentée chez Duceppe en ce moment, est une pièce politique, bien sûr. On ne dévoilera pas grand-chose en disant du début à la fin, étant donné que ce sont les événements de 93, donc tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais la pièce a d'abord été présentée à New York en 2016. Oui. Est-ce que vous aviez eu la chance de la voir à ce moment-là? Moi, je ne l'ai pas vue. C'est David Lorrain, justement, qui est vraiment un chercheur là, invétéré et qui se paie des trips comme ça là, à New York, à Londres, à Berlin. Il va voir des shows. Il part le 3-4 jours, puis il voit là, un paquet de shows. Cette fois-là, il est allé à New York, puis il a vu ce spectacle-là, puis il a tripé. Puis je pense qu'il n'a fait ni une ni deux. Il a contacté son collègue, Jean-Simon, puis il a fait « OK, il faut que tu lises ça, il faut que tu vois ça. » Mais vous, avez-vous accepté tout de suite aussi la proposition? Bien, ça m'a d'abord vraiment intéressée. Quand ils m'ont appelé, les gars, ils étaient comme « OK, on est tombé sur ce texte-là formidable. » Puis en même temps, ils ont été d'une ouverture sensationnelle. T'sais, ils me disaient « On veut que tu travailles avec nous. Alors, on a ce texte-là qu'on pense qui va t'intéresser. Si jamais ça t'intéresse pas, parlons d'autres choses. » Il était très, très ouvert. C'est leur bonbon, là. C'est leur ouverture, là, en tant que directeur artistique. Fait, je sentais que c'était très important pour eux, ce bébé-là. Puis, quand il m'en parlait, j'avais le goût de dire oui sans réserve dès le départ parce que ça m'a intéressée immédiatement. Mais j'ai quand même pris le temps de lire le texte pour assurer que l'intérêt ne soit pas que instantané et qui dure. Mais le texte est palpitant. Il est difficile en lecture parce qu'il y en a du monde, puis c'est un sujet complexe. C'est beaucoup plus limpide quand on voit la pièce que quand on la lit, là. Puis bon, le texte n'était pas traduit encore. C'est David Lorrain qui l'a traduit. Donc, c'est en version anglaise, tout ça. Ça augmente le niveau de difficulté un brin. Mais honnêtement, des thrillers politiques de cette qualité-là, de ce calibre-là, de cette qualité d'écriture-là, de ce souffle-là, de cette humanité-là, parce qu'il faut le dire, là, on parle de politique, mais on parle bien sûr des accords d'Oslo, mais ce qui est intéressant avec ces accords-là, c'est que c'est un processus de négociation absolument nouveau qui était expérimenté et qui exige des négociateurs de se rencontrer de façon personnelle, sans médiateur, sans essayer de régler tous les conflits à la fois et en prenant un verre ensemble après la séance de négociation. Donc, toute l'humanité du show, c'est un texte absolument exceptionnel. Je me trouvais vraiment choyée que les gars aient pensé à moi. Oui. Et vous parliez tout à l'heure, Édith Patnaud, de la traduction, donc de David Lorrain. Je suis très contente que vous ayez gardé notre langage, notre langue, parce que vous auriez pu être tenté de le faire soit dans un langage international ou tout au moins avec un accent anglais, parce qu'on s'imagine que les Palestiniens, les Israéliens et les Norvégiens devaient se parler en anglais durant les tractations. Absolument. Est-ce que l'idée vous est venue tout de suite? Pour vous, c'était évident que ça allait être? Nos hypothèses étaient évidentes. On était certain de ce qu'on avait envie d'essayer, mais on n'était pas certain que ça allait fonctionner. C'est quand même un nid de guêpe, là. Quand on entre dans cette zone-là, au Québec, il y a plein de niveaux de difficultés. Puis bon, avec l'été qu'on a passé, les couches s'ajoutent. Mais bon, la discussion sur l'appropriation culturelle dans le monde du théâtre, là, elle a éclaté au grand jour cet été, mais on l'avait déjà là, dans les coulisses là, depuis 2-3 ans, comme il faut. Moi, j'ai travaillé déjà par le passé quelques classiques en choisissant, puis je suis pas la seule, on est quand même nombreux là, de metteurs en scène à notre époque à remettre en question ce qu'on appelle le français international normatif, qui est cette langue que personne ne parle dans le monde et qui, pour moi, je trouve, nous empêche d'être parfaitement fiers de notre beau français québécois. Et c'est pas parce qu'on parle québécois qu'on ne peut pas être soutenu. C'est pas nécessairement du régionalisme ou un langage pauvre, là. On a vraiment des préjugés envers notre propre langue. Puis donc, j'ai quand même exploré, déjà dans des textes classiques, d'utiliser notre propre langue. Pour moi, c'est comme impossible présentement dans mes valeurs artistiques de travailler avec un français international qui ne s'attache à rien et qui pour moi crée une distance inutile avec le spectateur. Et donc on savait qu'on voulait, et David était tout à fait d'accord avec moi pour qu'on, et Jean-Simon aussi, c'est vraiment une discussion qu'on a eue les trois ensemble, c'est des super interlocuteurs, qu'au début du processus on réfléchissait ensemble, donc c'était évident qu'on avait envie de ramener ça près de nous. Une fois que la traduction a été faite dans cette langue québécoise
relativement soutenu-là, arrivait quand même le niveau de difficulté de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec les origines des personnages? Parce que c'est des Norvégiens, c'est des Palestiniens, puis c'est des Israéliens. Puis là, ben, il y a des Israéliens qui habitent à New York, il y en a qui habitent dans le show, il y en a qui habitent en Israël, il y a des Palestiniens qui sont maintenant, ils sont tous à Tunis parce qu'ils peuvent pas être dans leur propre pays. Les Norvégiens, eux, c'est comme si on s'associe en tant qu'Occidentaux, puis qu'on se pose même pas de questions d'accent quand on va vers ces peuples-là. Mais pourquoi on ferait pas leur accent à eux si on fait les accents moyen-orientaux, parce qu'il n'y a pas qu'un seul accent? Là était le nid de guêpe. Fait que je vous dirais qu'on a eu un petit bloc de répétition en juin avant d'entrer vraiment dans le vif du travail. On a eu un congé d'été, comme les gens normaux, entre les deux. Mais on a vraiment on s'est penché toute la distribution ensemble sur la traduction, à essayer de trouver le bon niveau de langue, puis on a essayé différentes choses. Puis finalement, après un grand détour, on en est revenu à l'hypothèse A, qui était, oui, il faut le parler comme nous on parle, avec les particularités de notre langue, puis des fois avec les particularités des personnages qui peuvent teinter un peu. Et tout le monde n'a pas exactement la même langue, comme dans la vie présentement, on parle pas tous exactement le même français. Mais c'était une recherche intéressante. Je sais pas si on est arrivé à la solution parfaite, mais assurément, on a réfléchi avec sincérité. Mais en tout cas, ça coule de source. Mais oui. Là, vous avez une distribution 4 étoiles. Je me permets de les nommer parce que ce sont avec 12 plaisir. comédiens sur scène qui jouent pour certains rôles. 2 musiciens aussi, Mathieu Désy et Kevin Warren. Oui. Donc, du côté des Norvégiens, Emmanuel Bilodeau, Isabelle Blais, Luc Bourgeois, Marie-France Lambert, Justin Laramé et Félix Beaulieu-Duchesneau. Du côté palestinien, Manuel Tadros et Reda Guérénic. Les Israéliens, Jean-Moïse Martin, Ariel Ifergan, mais on est près du but. Allons-y. Jean-François Casabonne et Steve Gagnon. Pourquoi avoir mis Édith Patnaud, 2 musiciens sur scène qui sont là tout le temps, qui sont un peu jazzés parce qu'il y a de la contrebasse et de la batterie? Oui. Est-ce que c'était pour adoucir les mœurs par rapport à tout ce qui se joue comme enjeu sur scène? Il y avait plusieurs raisons qui me donnaient envie d'aller par là. Il faut dire aussi que j'ai un processus des fois de création un peu lent. Je prends le temps que les choses m'apparaissent. Là, c'est bien, les directeurs artistiques commencent à me connaître, ils paniquent pas avec ça parce que je le sais que ça finit par m'apparaître. Je fouille dans le texte, puis à un moment donné, on dirait que les clés apparaissent d'elles-mêmes, mais j'ai presque toujours aussi quelques intuitions de départ que je ne saurais expliquer, mais qui sont franches. Dans ce cas-ci, les musiciens jazz live, c'était une intuition de départ. Et je me l'expliquais en me disant, c'est un show qui est tellement palpitant et dont je veux que l'humanité soit vraiment puissante puis que ça soit pas trop dans la rigidité de la mécanique politique, disons. Puis pour moi, le jazz, c'est ce genre musical qui est très, très organique puis qui peut se moduler avec les humains puis être très expressif au niveau de l'état puis en même temps être à la fois très harmonieux, chaleureux parce qu'il y a beaucoup de moments où on est dans un salon en train de prendre un verre, dans un bar en train de prendre un verre. Il y a toute cette zone-là où le jazz, pour moi, est la musique d'excellence pour créer un cocon personnel, mais en même temps, c'est aussi une musique qui peut être vraiment dans le chaos. Fait que quand on est dans les zones plus guerrières, plus de conflits, ça m'apparaissait être aussi une clé intéressante. Puis de les avoir sur scène, ça fait une grosse différence parce que ils deviennent le cœur battant de la production, ils créent la pulsation, ils peuvent devenir cette espèce de fil tendu qui crée le suspense, parce qu'un suspense, c'est pas si facile que ça à faire tenir. Mais j'ai eu l'occasion, dans mon petit chemin, de m'intéresser au suspense ou même à la peur ou à l'angoisse, à l'anxiété à quelques reprises. C'est un état que je trouve très intéressant, dans lequel j'aime beaucoup plonger le spectateur parce que on peut oublier le théâtre. Il y a des moments où on s'oublie quand on est bien dans le fil de tension. Puis pour moi, ces musiciens-là, live, permettent ça. Puis là, en plus, on commence à être dans une zone vraiment très, très agréable avec eux. Il faut dire que c'est Mathieu Désy qui a fait toute la conception, qui a fait un travail là, titanesque et extraordinaire. Il est en répétition tout le temps, en train de travailler avec nous. Et donc, maintenant, leur jeu est en train de se moduler avec celui des acteurs. Celui des acteurs se module avec ceux des musiciens. Ils ont une écoute qui est en train de devenir vraiment intéressante. Édith Patnaud, c'est tout le temps que nous avons. Ça alors, ça passe vite. Oui, j'aurais pris un autre 15 minutes, mais j'invite maintenant les gens à se rendre chez Duceppe pour voir cette pièce Oslo de G.T. Rogers, présentée chez Duceppe jusqu'au 13 octobre. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.